Le 1er janvier 1942. L'avancée des Allemands en Russie est stoppée par une résistance tenace. L'hiver arrive. Les envahisseurs s'en prennent à la population en espérant que la stratégie de la terreur réussira là où la guerre conventionnelle a échoué. Les villageois, hommes, femmes et enfants, sont systématiquement exécutés et les jeunes filles sont forcées à se prostituer pour les soldats allemands. Ces atrocités ne font pas fléchir les Russes, mais elles font naître une haine à l'encontre des occupants et une envie de vengeance qui durera jusqu'au jour où les tanks soviétiques arriveront sur Berlin 3 ans plus tard. Les forces alliées arrêtent les Italiens à Sidi Saleh. Dans le désert africain, les forces italiennes sous le commandement du général Graziani sont repoussées sur Cyrénaïka. Après avoir fait 25 000 prisonniers à Tobrouk, les Britanniques comprennent que les Italiens veulent se retirer sur Cyrénaïka de toute façon. Le général O'Connor décide de stopper la fuite des Italiens en établissant un barrage armé au sud-ouest de Benghazi, à Bedafom, dans la région de Sidi Saleh. On envoie une troupe de seulement 2000 hommes. Elle réussit à atteindre la côte à Sidi Saleh dans la matinée du 5 février 1941 et coupe la route aux Italiens. Elle capture 20 000 hommes. La bataille de Bedafom se termine enfin et les Italiens se rendent. Après leur victoire à Msous et Benghazi, la prochaine cible est Bedafom, au nord d'Adjedabia. Les forces italiennes sont attirées au sud de Benghazi par les troupes australiennes, tandis que les forces britanniques continuent leur avancée après Msous. Ils poussent ainsi l'ennemi dans un piège d'où il ne peut sortir. Les Italiens se rendent le 9 février 1941. La campagne n'a duré que 10 semaines. Les Alliés ont effectué une avancée de 800 km, détruit la 10e armée italienne et fait 130 000 prisonniers. Du côté des Alliés, on compte 550 morts ou disparus et 1373 blessés. Le raid de la RAF sur Brême. La RAF est très sollicitée durant la bataille d'Angleterre, mais après le mois de septembre 1940, la guerre qui fait rage dans le ciel évolue. Au début de l'année 1941, il est temps pour la Royal Air Force de se lancer dans l'offensive. De nombreux raids sont organisés contre des cibles allemandes en Europe. L'une des premières cibles est la ville de Brême, qui est bombardée le 17 février. On prétend que, militairement, les bénéfices sont limités, mais au niveau de la propagande, ils sont énormes. Cela remonte fortement le moral des Britanniques. Le pays se sent en sécurité et a moins peur de l'invasion. Rommel commande l'armée allemande formée pour l'Afrique. Hitler est inquiet devant ce qui arrive aux Italiens en Afrique et pense qu'il doit agir. Les premiers renforts allemands arrivent à Tripoli le 12 février 1941. Un général et ses 2 officiers sont en charge. Ce général aura plus d'impact que plusieurs divisions. C'est Erwin Johannes Eugen Rommel, le renard du désert. Une semaine plus tard, le 19 février, Rommel est nommé commandant de la nouvelle armée formée pour l'Afrique, le Deutsche Afrika Korps. Durant des mois, il livrera des batailles contre la 8e armée de Montgomery qui deviendront légendaires. Qu'est-ce que le Blitzkrieg? La tactique militaire allemande appelée Blitzkrieg est une réussite lors de la campagne de Pologne en 1939 et celle de la France l'année suivante. Le Blitzkrieg est une tactique simple qui consiste à faire avancer rapidement les blindés sur les positions les plus faibles de l'ennemi afin de transpercer sa ligne de front pour encercler les forces adverses. On utilise l'aviation au lieu de l'artillerie lourde, surtout des bombardiers comme le célèbre Junker 87. Ou le Stuka, simple et efficace.
Les ordres sont donnés par des commandants énergiques et courageux, comme le général des Panzers Heinz Guderian. La loi de pré-bail est signée à Washington. Avant Pearl Harbor, les États-Unis hésitent à envoyer leurs troupes dans la guerre contre les forces de l'Axe. Après avoir négocié avec Franklin Roosevelt, Winston Churchill essaie d'obtenir le soutien des Américains. Le compromis que propose le président est une coopération financière qui permettrait de donner la victoire aux Alliés sans s'engager directement. Le 11 mars 1941, le Congrès américain vote la loi de pré-bail qui fournit 7 milliards de dollars sous forme de prêts ou de bail en armement et autres assistances vitales aux pays désignés. La Grande-Bretagne est le principal bénéficiaire. Après l'invasion allemande, l'Union soviétique en bénéficie également. La Yougoslavie rejoint l'Axe. Hitler lance un ultimatum à la Yougoslavie. Elle doit signer un pacte pour protéger ses frontières et elle obtiendra la neutralité. Le 25 mars 1941, le leader yougoslave Sincar Marković et Adolf Hitler signent un pacte tripartite lors d'une cérémonie d'une telle tristesse que le Führer la compare à un enterrement. Mais Hitler et Paul, le prince régent, ont mal interprété l'opinion du peuple serbe. 2 jours plus tard, les tanks entrent dans le centre de Belgrade et la radio annonce un coup d'État au palais. Paul part en exil. Il est remplacé par Pierre II, le jeune roi de 17 ans. Le pacte avec l'Allemagne est rejeté. Rommel attaque Mérsa-Brega. Le général Erwin Rommel s'envole pour Berlin le 19 mars 1941 pour expliquer ses intentions d'attaquer à Hitler et à son équipe. Hitler est sceptique et lui interdit de faire une telle action. Quand Rommel retourne en Afrique, il désobéit aussitôt aux ordres et lance toutes les unités de la 5e division contre le fort et la piste d'atterrissage d'El Agheila. Quelques jours plus tard, le 31 mars, Rommel attaque Mérsa-Brega en trouvant comme excuse auprès de ses supérieurs de Berlin que l'apport en eau est meilleur là-bas. En réalité, il profite des hésitations des Britanniques pour conquérir un territoire important. Rommel prend Adjedabia. Rommel continue à désobéir à ses supérieurs en Afrique. Le haut commandement à Berlin lui ordonne de ne plus avancer, mais il ignore ses généraux de bureau et fonce sur la 8e armée britannique. Comme il a pris la ville de Mérsa-Brega le 31 mars 1941, il décide de continuer son offensive puisqu'il n'a pas encore rencontré de soldats britanniques qui restent à l'arrière parce qu'ils tiennent à connaître clairement les intentions de l'ennemi. Le 2 avril, la 5e division allemande parcourt rapidement les 40 km qui séparent Mérsa-Brega d'Adjedabia, où Rommel installe son nouveau quartier général le jour suivant. Rommel semble faire ce qu'il veut. L'Allemagne envahit la Yougoslavie et la Grèce. Adolf Hitler est en colère. La population serbe a rejeté l'accord signé entre l'Allemagne et la Yougoslavie. Le 6 avril 1941, l'opération Punition et l'opération Marita sont lancées simultanément contre la Yougoslavie et la Grèce. L'offensive est menée par la Luftwaffe qui bombarde abondamment. Belgrade est frappée à 5h30 du matin. Tout au long de la journée ainsi que le lendemain, les bombes pleuvent sur la ville et tuent 17 000 personnes. À 800 km au sud, il se déroule une scène similaire. Le Pirée est attaqué. Les Allemands sont en train d'envahir la Yougoslavie et la Grèce. Les troupes allemandes encerclent Tobrouk. En Afrique, tout se passe bien pour Rommel. Il a tout capturé entre El Agheila et Gazala. Son groupe de reconnaissance arrive à Bardia, près de la frontière égyptienne, et isole Tobrouk. Tobrouk est surtout défendu par l'infanterie australienne qui a été expulsée de Benghazi, mais elle reçoit ensuite les renforts des troupes indiennes et
Rommel lance une première attaque les 10 et 11 avril. Il veut voir la réaction de l'ennemi. Mais une tempête de sable et les coups précis de l'artillerie stoppent l'assaut. Rommel se retire et la bataille de Tobrouk devient le siège de Tobrouk. Belgrade tombe aux mains des Allemands. La Luftwaffe bombarde lourdement Belgrade le 6 avril et détruit quasiment toutes les protections de la ville. Elle devient vulnérable devant les divisions de Panzer. Le premier coup est porté par la 9e division qui a pris Stip et Skopje le 7 avril. Le 10 avril, Zagreb est aux mains des Allemands. La 8e division de Panzer fait route sur Belgrade, tombe le 13 avril. La tâche des Allemands a été facilitée par le conflit interne entre les Croates et les Serbes. Les formations croates jettent leurs armes et vont parfois jusqu'à se joindre aux Allemands. La première armée grecque est encerclée au col de Metsovon et se rend. Les forces de l'Axe attaquent la Grèce au printemps 41. Les Grecs ne sont pas prêts pour la bataille à venir. Malgré tout leur courage, ils ne sont pas entraînés et leur armement est des plus pauvres. Quand les Allemands pénètrent dans le nord du pays, les Grecs et leurs alliés britanniques ne peuvent qu'offrir une bataille d'arrière-garde. La progression rapide des forces allemandes empêche la première armée grecque de se replier. Elle est encerclée au col de Metsovon, près de la frontière albanaise. L'armée se bat courageusement, mais l'issue est inévitable. Ils doivent se rendre le 22 avril. Les troupes allemandes entrent dans Athènes. En Grèce, les Grecs et les forces du Commonwealth sont conscients qu'ils ont perdu la bataille contre les Allemands. Il faut limiter les dégâts. Ils préparent une évacuation en Crète. Les troupes australiennes et britanniques passent les Thermopyles, où une arrière-garde reste en position pour retenir les Allemands le plus longtemps possible. Elle arrive à tenir jusqu'au 24 avril 41, puis elle s'enfuit en laissant la route grande ouverte jusqu'à Athènes. Le 26 avril, le commandant en chef britannique franchit le Péloponnèse, suivi par plus de 40 000 hommes. Le lendemain, les troupes allemandes entrent dans Athènes. Les Allemands prennent le terrain d'aviation de Malem en Crète. Après la défaite de la Grèce, les forces du Commonwealth se replient en Crète. Les Allemands pensent que l'île grecque est d'une importance considérable d'un point de vue stratégique et ils veulent la voir. Le 20 mai 41, la plus grande attaque aérienne qu'on ait vue à ce jour est lancée. Des planeurs et des cotres à faible tirant d'eau y participent. Malgré les tirs incessants des Néo-Zélandais, les Allemands arrivent à débarquer. Le 21 mai, les efforts répétés des Allemands leur permettent de prendre le grand terrain d'aviation de Malem dans le nord de la Crète. Ils peuvent se servir de leurs avions de transport, les Junkers 52, pour obtenir du renfort. Le Bismarck se bat avec la Royal Navy dans le détroit du Danemark. Le cuirassé Bismarck est l'un des navires de guerre allemands les plus puissants. Le Bismarck quitte Gdynia. Le 23 mai, on le voit passer le détroit du Danemark. Le vice-amiral Holland est à bord du Hood qui navigue avec le Prince of Wales et 6 destroyers. Arrivés à portée de tir, le Hood et le Prince of Wales ouvrent le feu auquel répondent les énormes canons du Bismarck. Une 5e salve frappe de plein fouet le Hood qui coule en quelques minutes en emportant avec lui 1419 marins. Seuls 3 d'entre eux survivront. Attaque aérienne en Crète. Le plan allemand pour l'invasion de la Crète prévoit de faire atterrir 22 750 hommes. 750 avec des planeurs, 10 000 en parachute, 5 000 transportés par avion et 7 000 par la mer. L'attaque commence le 20 mai 1941 et les batailles qui s'ensuivront dureront 7 jours.
Les pertes allemandes sont très élevées au début de la bataille, mais les choses vont évoluer. Malgré l'acharnement des troupes alliées, l'offensive allemande est trop puissante et la crête tombe aux mains des Allemands le 27 mai. Le Bismarck coule. Le cuirassé Bismarck est vu par le radar du croiseur Sheffield en sortant de Gibraltar. À 10h26 du matin, le 26 mai, un Catalina découvre le navire allemand à 800 milles de Brest. Non loin de là, une flotte britannique dans laquelle se trouve le Ark Royal attaque dans la nuit. 13 espadons sur le Ark Royal lancent 13 torpilles. 2 atteignent leur cible. L'une endommage le système de direction du Bismarck et bloque le gouvernail principal. Ne pouvant plus virer, il est touché à nouveau plusieurs fois et à 10h15, on donne l'ordre de sauver les passagers tandis que le bateau s'enfonce en emmenant avec lui 2000 marins. La nuit précédant l'opération Barbarossa. Au soir du 21 juin 1941, 3 groupes armés allemands composés de 80 divisions d'infanterie, 18 divisions de panzer, 12 divisions motorisées, des réserves avec 21 troupes d'infanterie, 2 divisions de panzer et 1 division motorisée sont sur le point de commencer l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'attaque de l'Union soviétique. Elle doit être lancée le lendemain matin. Hitler déclare « Quand Barbarossa sera lancé, le monde entier retiendra son souffle ». Et c'est bien le cas. Les forces armées sont rassemblées entre le cercle arctique et la mer Noire, ce qui représente la plus grosse présence militaire que le monde ait connue. La guerre qui s'annonce aura un impact sur le monde pendant des décennies. La Finlande déclare la guerre à l'Union soviétique. Les Allemands ont lancé la gigantesque Opération Barbarossa le 22 juin 1941. Plus de 2 millions d'hommes franchissent la frontière et entrent en Union soviétique. C'est un blitzkrieg à grande échelle. Durant les premiers jours, il semble que l'URSS aura le même sort que la Pologne et la France. Tandis que les panzers progressent et semblent invincibles, la Luftwaffe attaque les avions et les terrains d'aviation. Les observateurs sont quasiment certains que les Allemands seront à Moscou avant l'arrivée de l'hiver. Le gouvernement finlandais le croit aussi. Le 26 juin, il déclare la guerre à l'Union soviétique et commence la guerre de continuation. Les Allemands occupent Riga. L'opération Barbarossa prend un départ très rapide, mais la vitesse des panzers pose un problème à l'infanterie. Quand les Allemands arrivent aux frontières des États baltiques, que sont la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, le problème est résolu temporairement. Le terrain marécageux de la région fait ralentir les blindés et tous les véhicules motorisés. Le chaos et la confusion règnent parmi les forces soviétiques dans ce secteur. La marche dans les États baltiques peut continuer. Quand les panzers allemands arrivent à leur tour dans les États baltiques, la situation s'améliore puisque les routes de la région sont en meilleur état. Les Allemands occupent Riga, la capitale de la Lettonie, le 1er juin 1941. Molotov et l'ambassadeur britannique en Union soviétique signent un accord de soutien mutuel. La période précédant la Seconde Guerre mondiale ainsi que les 3 années après son déclenchement montrent des activités diplomatiques contradictoires. Les traités sont négociés, signés et rompus en fonction de l'évolution de la guerre. Le représentant allemand von Ribbentrop est allé à Moscou pour signer un pacte de non-agression avec Joseph Staline. Moins de 2 ans plus tard, Hitler lance l'opération Barbarossa. Le 12 juillet 1941, un nouveau traité est signé, mais celui-ci durera jusqu'à la fin de la guerre. Maintenant qu'ils ont un ennemi commun, Molotov, le ministre des Affaires étrangères, et l'ambassadeur britannique signent un accord de soutien mutuel à Moscou. Smolensk est pris par le groupe armé du centre. La campagne allemande en Union soviétique se déroule très bien durant l'été 41. Le groupe armé du Nord a atteint la Baltique et le groupe armé du Sud est sur le fleuve Dniepr. Au milieu, l'armée du groupe du Centre a pris la grande ville de Minsk. L'armée rouge est consciente que Moscou est menacée.
Le groupe de Panzer III qui a mené l'avancée allemande doit endurer 3 semaines d'intenses combats avant d'atteindre Smolensk le 15 juillet. La détermination qu'affiche l'armée rouge ne lui rapporte aucune victoire. Mais on découvrira bien plus tard qu'elle permettra de ralentir suffisamment les Allemands pour sauver Moscou. Le Japon se prépare à envahir l'Indochine du Sud. L'Indochine est une colonie française au début de la Seconde Guerre mondiale. Quand la France tombe aux mains des Allemands en 1940, le Japon profite de cette occasion pour continuer son plan d'expansion impériale. Le programme d'invasion de l'Indochine par les Japonais est finalisé le 22 juillet 1941. Le lendemain, les forces impériales envahissent le pays. Cette occupation conduit le président Roosevelt à cesser tout échange commercial avec le Japon. Il ne fait guère de doute que cette action est l'occasion pour les faucons du gouvernement japonais de justifier une attaque contre les États-Unis. Cela conduira directement à Pearl Harbor. Embargo américain sur le pétrole contre le Japon. L'invasion de l'Indochine par les Japonais a mis en colère l'administration américaine. L'impérialisme asiatique est une abomination pour la majorité, si ce n'est pour l'intégralité des puissances occidentales. La guerre sino-japonaise et la création du Manchukuo ont déjà soulevé la colère de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Quand le Japon envahit l'Indochine du Sud le 22 juillet 1941 afin de profiter des matières premières de la région, les États-Unis imposent un embargo sur le pétrole au Japon 2 jours plus tard, le 24 juillet. Comme le Japon n'a pas accès au pétrole, cet acte peut être considéré comme une invitation à la guerre. La Charte de l'Atlantique. Entre le 9 et le 12 août 1941, le Premier ministre Winston Churchill et le président Franklin Roosevelt se rencontrent sur 2 navires de guerre, le Prince of Wales et l'Augusta, dans la baie d'Argentia au large de Terre-Neuve. Cette rencontre permet la création d'un document remarquable, la Charte de l'Atlantique. Elle énonce les principes pour lesquels la Seconde Guerre mondiale est livrée et restera un document important de l'histoire durant les siècles à venir. La charte est rédigée par Churchill et développée par les 2 hommes d'État. Elle est ensuite incorporée dans la Déclaration des Nations Unies. C'est un document historique aussi important que la Grande Charte ou la Déclaration d'indépendance. Les Soviétiques quittent la Carélie. En 1939, l'Union soviétique demande à la Finlande de céder la Carélie. Quand les Finlandais refusent, l'armée soviétique envahit le pays et déclenche la guerre d'hiver. Les Finlandais se battent courageusement, mais ils doivent signer un accord de paix en mars 1940. L'Union soviétique obtient le contrôle de la Carélie, mais elle doit quitter la région le 29 août 1941. Après avoir lancé l'opération Barbarossa, les Allemands désignent Leningrad comme l'une de leurs cibles principales. Le but est d'écourter tout front potentiel et d'offrir une meilleure protection à l'ancienne capitale. Leningrad est assiégée et subit la famine. La ville de Novgorod, qui bloque l'armée allemande dans son avancée sur Leningrad, tombe aux mains des assaillants le 16 août 1941. Début septembre, l'ancienne capitale russe est encerclée et assiégée. Ce siège est l'un des plus longs de l'histoire. Il dure presque 2 ans et demi. Il provoquera la mort de plus d'1 250 000 habitants. Les militaires et les habitants qui résistent dans la ville assiégée font preuve d'une ingéniosité et d'un courage acharné. Ils construisent une véritable forteresse qui les protège des milliers de soldats allemands qui n'y pénétreront jamais. Malte est attaquée. L'île de Malte en Méditerranée a 2 rôles stratégiques. Cette base de ravitaillement britannique est située sur la route maritime méditerranéenne qui mène au canal de Suez et à l'Extrême-Orient.
C'est aussi un terrain d'atterrissage pour les vols de longue durée entre l'Angleterre et le Moyen-Orient. De plus, Malte est une base aérienne pour les vols de reconnaissance de la RAF couvrant l'Afrique et la Méditerranée. Cette île est une vraie épine dans le pied pour les Allemands. Elle subit une attaque aérienne importante en septembre 1941. La Luftwaffe en fait l'endroit le plus bombardé au monde. L'armée rouge perd plus de 500 000 hommes à Kiev. Plus de 3 millions de soldats allemands attaquent l'Union soviétique le 22 juin 1941. Il semble que rien ne puisse les arrêter, tandis qu'ils s'enfoncent dans le cœur du pays jusqu'à Moscou, sa capitale. Fidèles à leur stratégie, les panzers du général von Kleist et de Guderian, tout en progressant, forment un mouvement en tenaille et se rejoignent à Logvitsa. Ils ont créé la plus importante zone d'encerclement de la campagne. Staline, qui a refusé jusqu'ici que les forces soviétiques se replient, leur donne enfin l'autorisation de le faire. Mais il est trop tard. Plus de 500 000 soldats de l'armée rouge sont tués ou faits prisonniers. Les troupes allemandes occupent Kiev. Le groupe armé allemand du Sud, dirigé par le général von Rundstedt, profite des services de deux excellents commandants de panzer, Kleist et Heinz Guderian. Tous les deux jouent un rôle déterminant en prenant en tenaille l'est de la ville de Kiev. Plus de 500 000 soldats soviétiques sont pris au piège. La garnison soviétique à Kiev se bat avec acharnement. Comme Joseph Staline a donné l'ordre de ne pas se replier, elle est coincée. Et les Allemands capturent la ville 10 jours seulement après l'avoir encerclée, le 26 septembre 1941. Le convoi de l'Atlantique Nord. Les convois en Atlantique sont vitaux pour la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Les deux pays ont besoin d'être ravitaillés par les États-Unis. Contre ces convois, les Allemands lancent leurs sous-marins. Sous l'œil avisé de l'amiral Dönitz, ils développent un programme de construction et d'entraînement sur les sous-marins. Les U-boat Wolfpacks vont créer des dégâts considérables dans les convois de l'Atlantique Nord. En 1941, les U-boats coulent à eux seuls 36 navires alliés chaque mois, ce qui équivaut à une perte de 180 000 tonnes. Cela durera jusqu'en 1943. Ensuite, les Alliés parviendront à répondre à cette menace sous-marine. L'opération Typhon. Opération Typhon est le nom de code du dernier assaut donné durant l'offensive allemande contre Moscou par le groupe armé du Centre. Après avoir fait un surplace de 6 semaines, les Allemands reprennent la route en direction de Moscou le 2 octobre 1941. Von Bloch sait bien que le temps est compté pour atteindre son objectif. L'hiver russe approche. En 3 semaines, les Allemands ont réussi à former 3 grands encerclements et à faire prisonniers 663 000 soldats soviétiques. La chute de Moscou semble imminente. Mais voilà que les pluies d'automne rendent les routes en terre boueuses. L'avancée est arrêtée avant de subir l'hiver glacial de la Russie le mois suivant. Au Japon, le gouvernement de Konoye démissionne et le général Hideko Tojo devient Premier ministre. Le prince Fumimaro Konoye devient Premier ministre au Japon en 1937, juste avant la guerre sino-japonaise. Bien qu'il démissionne en 1938 en signe de protestation contre le militarisme japonais, il est à nouveau désigné comme Premier ministre en 1940 quand il s'aligne avec les forces de l'Axe. Avant Pearl Harbor, il propose de négocier avec les Américains, mais les partisans de la guerre au sein de son gouvernement l'obligent à démissionner le 8 octobre 1941. Le général Hideko Tojo, le remplaçant de Konoye, est un militariste convaincu qui a le soutien de l'empereur Hirohito. Le char T-34 soviétique prouve qu'il peut rivaliser avec le Panzer allemand. Quand l'Allemagne envahit l'Union soviétique en juin 1941, l'armée rouge possède plus de tanks que le reste du monde.
Les Soviétiques ont déjà conçu un tank de taille moyenne qui se révélera indispensable pour gagner la guerre, le T-34. Les Panzerkampfwagen 3 et 4 emportent tout sur leur passage. Cependant, le T-34 est nettement supérieur. Il est plus rapide, mieux équipé, plus maniable et tombe moins souvent en panne. Le T-34 est vite considéré comme le meilleur tank de la Deuxième Guerre mondiale. Le maréchal Zhoukov est nommé commandant pour défendre Moscou. Le maréchal Georgi Konstantinovitch Zhoukov est le militaire le plus célèbre de l'Union soviétique et certainement l'un des plus doués. Il n'a jamais perdu une seule bataille durant sa carrière. Il participe aux combats les plus importants de son pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Allemands menacent de prendre Moscou, l'armée rouge fait appel à ses meilleurs hommes. Le 21 octobre 1941, Zhoukov est chargé de défendre la capitale. La campagne qui va suivre deviendra célèbre. C'est la première fois que les Allemands montrent leur vulnérabilité. C'est encore plus évident sur le front de l'Est avec la bataille de Stalingrad. Von Bock fait une dernière tentative pour prendre Moscou. L'opération Typhon, le dernier assaut allemand contre Moscou, est lancée le 2 octobre 1941. En 3 semaines, le Blitzkrieg, la célèbre tactique allemande, a permis d'encercler et de capturer des soldats soviétiques à moins de 60 km de Moscou. Le nouveau commandant du front central soviétique, le général Georgi Zhoukov, organise un nouveau système de défense et réussit à stopper les Allemands. Le 3 novembre 1941, le groupe armé du centre commandé par von Bock fait une dernière tentative pour percer la défense soviétique. Mais il est refoulé et ouvre la voie à une contre-attaque soviétique. L'importance de Montgomery dans le désert. Il ne fait aucun doute que le revirement de situation dans le désert est dû à l'arrivée du lieutenant-général Sir Bernard Montgomery, le commandant de la 8e armée britannique. Ce général énergique n'est peut-être pas un aussi bon tacticien que Rommel, son adversaire, mais il gagne des points. Au début, Montgomery n'est pas populaire auprès de ses hommes et de ses officiers. C'est un homme très exigeant, comme le montre un incident à son arrivée. Il insiste sur la forme physique et ordonne à un officier bedonnant de courir pendant 10 km. L'officier déclare que ça va le tuer. Alors Montgomery répond « Tant mieux, mourrez tout de suite. Comme ça, on aura un remplaçant en pleine forme avant de livrer bataille. » À moins 20 degrés, la glace stoppe l'avancée allemande sur Moscou. Georgi Zhoukov est chargé de défendre Moscou depuis octobre 1941. Il a réussi à stopper l'opération Typhon. Les Allemands n'avancent plus sur la capitale. Par ailleurs, il se découvre un allié inattendu. L'hiver est rude en Russie et il arrive tôt en 1941. Le 15 novembre, le thermomètre est à 20 degrés en dessous de zéro. Le front de l'Est est couvert de glace. Le froid fait souffrir les hommes et la glace rend le matériel inutilisable. Les Allemands endurent les mêmes épreuves que l'armée napoléonienne 130 ans plus tôt. Le président Roosevelt propose un compromis aux Japonais. Il est évident que les Faucons gagnent du terrain dans le gouvernement japonais. L'embargo américain sur le pétrole leur donne un petit coup de pouce. Franklin Roosevelt sait que les Américains doivent calmer la situation s'ils veulent éviter la guerre. Bien que Roosevelt souhaite que les États-Unis s'impliquent davantage dans le conflit mondial, le Congrès demande la neutralité. Il est donc ironique de voir le président américain proposer un compromis aux Japonais le 26 novembre 1941, le jour où la flotte impériale prend la mer. 2 ou 3 semaines plus tard, celle-ci attaquera Pearl Harbor. Le général Heinz Guderian écrit à sa famille.
Le général Heinz Guderian est l'un des commandants allemands les plus remarquables. Il est sorti victorieux des campagnes polonaises et françaises. Au début, la campagne de Russie est une réussite, mais quand les Allemands s'approchent de Moscou et que l'hiver s'annonce, la chance tourne. La boue, la morsure du froid, les pertes en hommes et en matériel sont arrivées à un tel niveau que Guderian écrit à sa femme « Je ne dors pas de la nuit. Je tourne 100 fois cette question dans ma tête. Que puis-je faire d'autre pour aider mes pauvres soldats qui sont dehors sans abri ?» Les Soviétiques contre-attaquent à Toula. L'avancée allemande dans l'Union soviétique après le lancement de l'opération Barbarossa est rapide et efficace. Le Blitzkrieg est une réussite. En décembre, l'armée allemande s'approche de Moscou. Mais les Allemands sont moins ravitaillés et ne sont quasiment pas protégés contre le froid de l'hiver. Staline ordonne que ses troupes les plus coriaces mènent une contre-attaque. Dès le 1er décembre 1941, l'armée rouge attaque les positions allemandes à Toula, au sud de Moscou. Dans une bataille désespérée dans la neige, les Allemands sont repoussés vers l'est. L'Allemagne ne veut plus attaquer Moscou, c'est une tâche impossible. Quand les Allemands lancent l'opération Barbarossa, l'attaque de l'Union soviétique, le 22 juin 1941, le haut commandement pense que Moscou sera atteint et pris bien avant le début de l'hiver. Au début, l'avancée se fait dans les temps, mais les Soviétiques intensifient leur défense quand la capitale est menacée. Ce qui va tout changer, c'est la nomination du talentueux général Georgi Zhukov pour diriger la défense de la ville. Dorénavant, l'attaque allemande est sévèrement ralentie et l'hiver arrive. À moins de 50 km de Moscou, les assaillants sont stoppés. Contre-offensive soviétique à Moscou. La contre-offensive soviétique à Moscou débute le 5 décembre 1941. Le 6 décembre, les positions allemandes commencent à être repoussées. Les Russes ont rassemblé 15 armées et un corps de cavalerie. Même si l'armée soviétique de l'époque n'a pas beaucoup plus d'effectifs qu'un corps allemand, cette première contre-attaque est néanmoins d'une grande envergure. L'armée rouge attaque des troupes qui sont à bout et manquent de ravitaillement. Leurs efforts récents les ont fatiguées. Elles sont éreintées et gelées. Alors, la contre-attaque est une réussite malgré le manque en armes lourdes et en munitions. Pearl Harbor. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor a lieu juste avant 8 h du matin, un dimanche. 432 bombardiers à torpilles et avions de chasse s'envolent d'une puissante flotte japonaise commandée par le vice-amiral Nagumo. Il n'y a eu aucune déclaration de guerre officielle. Les Américains sont pris par surprise. Les conséquences sont terribles. En seulement 2 heures, 3000 soldats sont tués ou blessés. 8 navires de guerre, 10 autres vaisseaux sont coulés et gravement endommagés, et presque 200 avions américains sont détruits. L'attaque provoque l'entrée du Japon et des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. D'importantes forces japonaises partent pour Luzon, aux Philippines. L'attaque japonaise de la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï, le 7 décembre 1941, annonce le début d'une grande campagne à travers le Pacifique. Les forces impériales atterrissent en Thaïlande et en Malaisie le même jour. Hong Kong, Guam, Midway et l'île de Wake sont attaquées le lendemain. Le 9 décembre, des forces japonaises se dirigent vers les Philippines. Situées entre l'Asie et l'Australie, les Philippines sont vitales pour le contrôle du Pacifique Ouest. Le 10 décembre, les premières troupes japonaises débarquent sur l'île de Luzon et commencent une campagne qui va évincer toutes les forces américaines. Les États-Unis déclarent la guerre au Japon.
Aujourd'hui encore, on continue à débattre sur cette question. Le Japon avait-il oui ou non l'intention de déclarer la guerre aux États-Unis avant l'attaque de Pearl Harbor? Quoi qu'il en soit, les Américains déclarent officiellement la guerre au Japon le 10 décembre 1941. Je pense représenter la volonté du Congrès et du peuple quand je déclare que non seulement nous allons nous défendre au maximum, mais nous allons aussi nous assurer que ce genre de traîtrise ne nous mettra plus jamais en danger. L'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis. Les États-Unis déclarent la guerre au Japon le 10 décembre 1941, suite à l'attaque de la base navale américaine à Pearl Harbor quelques jours auparavant, le 7 décembre. Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis pour montrer leur adhésion au pacte de Berlin, signé en septembre 1940. Le pacte de Berlin certifie l'inclusion du Japon dans l'accord de 1936 entre Hitler et Mussolini et dans leur alliance militaire signée en mai 1939. Hitler interdit tout repli en Union soviétique. Les trois commandants soviétiques, Konev, Timoshenko et Zhukov, lancent des attaques avec des armées importantes contre les positions allemandes à l'extérieur de Moscou depuis mi-novembre 1941. Le 19 décembre, Hitler donne l'ordre à toutes les troupes allemandes de tenir bon. Quand les officiers supérieurs protestent, ils sont limogés. Le plus important d'entre eux est Brauchitsch, le commandant en chef, et Hitler décide de prendre sa place. De ce fait, l'armée est entièrement soumise à son contrôle. Loeb et Bock partent également. Seul le maréchal von Rundstedt reste et profite ainsi de la considération du Führer. Les Soviétiques fêtent le Nouvel An devant l'ennemi. Dire que 1941 fut une année difficile pour l'URSS serait un maigre mot. L'invasion allemande a dévasté une grande partie du pays. Seule une détermination hors du commun et d'énormes sacrifices ont arrêté les assaillants aux portes de Moscou. L'ancienne capitale, Leningrad, est menacée. Rien n'indique que les Alliés sont sur le point d'arriver bientôt. L'Union soviétique est seule. Mais ce nouvel an fêté pendant la guerre marque un tournant puisque les Soviétiques commencent à reconquérir leur pays. Et c'est bien ce qu'ils feront, mais à un prix qu'aucun autre pays n'a jamais eu à payer dans toute l'histoire de l'humanité.